vraiment depuis plusieurs années de proposer de temps en temps des petits articles autour des paradoxes. Et pour ce salon, j'ai choisi de parler, de mon point de vue, du défi de Martin Gardner. Alors, Martin Gardner, c'est un spécialiste des paradoxes et des mathématiques récréatives, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui a eu une belle vie, plus de 90 ans, et à mon avis, une grande partie de sa vie consacrée à ces problèmes, à ces énigmes, dont certaines sont relativement amusantes, un peu perturbantes, mais pas très difficiles à dénouer. Et puis d'autres font encore débat aujourd'hui. Et le défi de Martin Gardner qu'il publie, alors pour le coup, j'avance un petit peu, qu'il publie dans les années 80, en tout cas dans la version française, dans un recueil qui s'appelle La magie des paradoxes. Il nous propose un questionnement, un paradoxe, qui s'appelle qui perd gagne. Alors juste pour la petite histoire, ce paradoxe qui perd gagne, donc je vais vous proposer l'énoncé. C'est fondamental, on a un énoncé très précis, on a des questions relativement précises, et ensuite on va essayer d'analyser et de voir ce qu'on peut en dire. C'est en fait un vieux paradoxe qui démarre autour des années 30, autour de deux cravates. C'est Kreitnik, Maurice, qui propose ce paradoxe, et donc Martin le popularise clairement dans les années 80, avec une version avec des portefeuilles. C'est sans doute plus pertinent parce qu'on parle d'argent, on parle d'économie, et on va voir qu'on va réfléchir à des notions d'espérance de gain. Ça marche mieux qu'avec les cravates, mais le problème reste le même. Donc voilà, on est parti si vous êtes d'accord. Donc le paradoxe, donc on a un professeur, Cantor Bacchi, qui déjeune avec deux de ses étudiants. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc Jérémy et Léa. Et donc le professeur dit je vais vous montrer un nouveau jeu. Posez vos portefeuilles sur la table et comptons l'argent qu'ils contiennent. Celui qui a le moins d'argent gagne tout ce que l'autre possède. Alors Jérémy commence à réfléchir. Si j'ai plus d'argent que Léa, elle gagnera seulement ce que j'ai. Mais si elle en a plus que moi, je gagnerai plus que je ne possède, et donc plus que je ne puis perdre. Ce jeu est évidemment à mon avantage. Léa, de la même manière, réfléchit et dit « Si j'ai plus que Jérémy, il gagnera seulement ce que j'ai. Mais s'il a plus, je gagnerai, et bien plus, que je ne possède. Ce jeu est donc à mon avantage. » Et donc, on va dire l'issue du paradoxe ou le questionnement, c'est comment ce jeu peut-il être avantageux aux deux joueurs? C'est impossible. Y a-t-il un paradoxe du fait que chaque joueur suppose à tort que ses chances de gagner ou de perdre sont égales? On en est là. Alors, il faut savoir que c'est un paradoxe qui a quand même été relativement étudié. Il y a eu quelques propositions de réponse, mais d'abord, je vous propose le fameux défi de Martin Gardner. Il arrive, voilà. Si vous, l'un de vos amis, pouvez trouver un moyen d'expliquer pourquoi le raisonnement des joueurs est faux, sans entrer trop profondément dans les arcanes de la théorie des jeux, écrivez-nous. Nous publierons cette explication dans la prochaine édition de ce livre. J'espère que dans le numéro 200 de Tangente, il y aura une publication de l'explication. En tout cas, une proposition. Donc évidemment, quand on nous lance un défi, qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse au paradoxe? On mène l'enquête, on va voir un petit peu dans la littérature qu'est-ce qui est écrit sur le sujet, et puis on se rend compte fondamentalement qu'il y a effectivement eu plusieurs tentatives de résolution, mais clairement que celles que Martin Gardner a pu analyser ne l'ont pas convaincu, et depuis, il y en a eu encore 2-3 qui ont été publiées, et je pense que Martin aurait dit qu'elle n'était pas convaincante. Alors je lui propose, même s'il ne nous regarde que d'en haut, une solution, en tout cas une analyse, et une solution, on l'espère en tout cas. Alors, on va analyser un petit peu et modéliser. Donc on va formaliser de façon probabiliste le problème, parce que si on veut essayer de répondre à la question, on n'a pas beaucoup d'éléments quand même dans les raisonnements des deux études. Donc on va noter dans un premier temps XJ, donc le montant du portefeuille de Jérémy, et évidemment Jérémy connaît le montant dans son portefeuille, car il ne serait pas raisonnable de parier ou de jouer sans savoir exactement ce que l'on possède. Il en est pareil pour Léa, on note XL, le montant dans son portefeuille, et on suppose qu'elle le connaît. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que Léa ne connaît pas le montant
du portefeuille de Jérémy, sauf si elle était allée regarder avant. Et à ce moment-là, elle saura si elle a intérêt à jouer ou pas vraiment. Et là, on n'est pas dans cette idée-là. Et Jérémy ne connaît pas le montant de Léa. Donc, la question et la façon dont il faut poser, de mon point de vue, le problème, c'est en jouant. Donc, si je joue, Léa se dit, ben, je peux gagner une certaine somme, X, J. Alors, j'ai mis un grand X en rouge parce que, bien sûr que derrière, il y a une somme existante, concrète et réelle, mais pour Léa, cette somme est inconnue. D'accord? Elle ne la connaît pas. Et en revanche, elle peut perdre XL, petit XL, qui, elle, est une somme clairement qu'elle connaît. Donc, on va essayer de faire un petit tableau pour essayer de voir en fonction des cas possibles qu'est-ce que ça nous inspire ou qu'est-ce qu'on peut en dire. Donc, premier cas, clairement, ben, il y a moins d'argent dans le portefeuille de Léa que dans le portefeuille de Jérémy. XL est inférieur à XI et puis à XJ, pardon. Et puis, évidemment, il y a l'autre possibilité. En cas d'égalité, on imagine que le professeur annule la question ou il leur dit d'aller faire un tour et de revenir avec de l'argent. Donc, si XL est inférieur à XJ, c'est Léa qui gagne. Ça, c'est la règle du jeu. Si en revanche, qu'est-ce qu'elle gagne? Eh bien, elle gagne un certain montant, dont elle sait qu'il est supérieur à son propre montant de son portefeuille, mais qui lui est inconnu. Là, il y a un vrai problème. Quelle est la probabilité que cet événement se produise? Quelle est la probabilité que, finalement, Léa gagne? Alors, certains vont me dire, il n'y a pas de probabilité, évidemment. Les sommes sont fixées, les jeux sont faits. La probabilité, ça mesure parfois le degré d'incertitude. Et il faut alors attribuer de façon rationnelle des probabilités compte tenu de l'état de connaissance dans lequel on se trouve. Ça s'appelle le principe d'indifférence et ça propose des probabilités. En l'occurrence, il n'y a aucune raison ici de croire, même pour Léa, connaissant la somme dans son portefeuille, que l'autre ait plus ou moins d'argent qu'elle. Donc, rationnellement, elle doit attribuer une probabilité de 1,5. Ne nous trompons pas, cette probabilité, ça n'est pas, si on répète le jeu, en moyenne, elle va gagner une fois sur deux. Non, c'est en l'état actuel, sur ce jeu-là, quelle est la probabilité avec laquelle elle doit travailler pour pouvoir raisonner. Donc, de ce point de vue-là, je réponds déjà à Martine en lui disant, je ne pense pas que l'attribution des probabilités soit le problème. Bon, si finalement, avec probabilité, donc 1,5, la somme finale de Jérémy, Jérémy perd, hein. Léa, elle gagne tout, donc on obtient ça. Évidemment, on peut faire le même raisonnement pour Jérémy, avec la somme de Léa inconnue pour Jérémy, et du coup, on en arrive à un calcul d'espérance de gain, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui pourrait se passer si on répétait l'expérience. C'est une espérance de gain, on va dire, liée à cette incertitude sur l'issue. Bien sûr, un observateur extérieur, lui, verrait les choses différemment. Mais là, on se place du point de vue des individus qui ont une décision à prendre, à mesurer leurs intérêts personnels. OK. Donc, on en arrive à la question de l'espérance de gain. Et donc, à la question suivante, est-ce qu'avoir une espérance de gain inconnue strictement positive, hein, clairement elles sont positives, hein, puisque vous gagnez plus que vous ne perdez et que vous avez une chance sur deux, en tout cas, telle qu'on les a attribuées rationnellement, vous avez une espérance de gain strictement positive, est-ce que ça fait de ce jeu un jeu favorable? C'est ça, finalement, la question. Et en réalité, la question, il faut se la poser de la manière suivante, de mon point de vue. Est-ce que vous devez rationnellement avoir une préférence stricte entre jouer et ne pas jouer? Et là, il faut aller effectivement un petit peu dans les arcanes de la théorie. Parce que le concept de préférence stricte est un petit peu plus compliqué que simplement dire si j'ai simplement une espérance de gain inconnue strictement positive, j'ai intérêt à jouer, je dois avoir une préférence stricte à jouer, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, je ne vais pas dans les détails, mais très rapidement, il faut que vous soyez prêt à payer, à prouver votre préférence en payant une somme pour jouer. Et là, si effectivement vous dites, moi je suis prêt à payer 5 € pour jouer à ce jeu, parce que je pense en fait qu'il m'est favorable bien au-delà de 5 €, alors il devient rationnel de payer 5 € pour jouer, et du coup vous avez prouvé que vous avez une préférence aussi. Et le problème, c'est que dans ce jeu-là, tel qu'on l'a décrit, il n'est pas rationnel que Jérémy ne paye ne serait-ce qu'1 € pour jouer, parce qu'il n'est pas certain qu'en payant 1 € pour jouer, son espérance de gain resterait strictement positive. Il est possible qu'entre les deux portefeuilles, il n'y ait que 50 centimes d'euros d'écart. Il n'en sait rien. Et voilà. Donc,
pour analyser la question, pour moi, il ne peut quantifier son intérêt à jouer. Et en fait, où est la subtilité du paradoxe? On a toujours l'habitude de raisonner avec des espérances de gain, on les calcule concrètement, on a des valeurs, on les compare, il y en a une qui est supérieure à l'autre, et on dit on a intérêt à faire ça plutôt que ça. Bon, en tout cas, c'est une vision de la théorie de la décision en économie en particulier. Mais là, on a des espérances de gain inconnues. Alors, quand les espérances de gain sont inconnues, on se rend compte que finalement, ce qui était tacitement, qu'il existait une somme qui permettait de prouver son intérêt à jouer ou à prendre la décision, là, on n'a pas cette somme. Donc, on est en fait dans un jeu à information incomplète. Là, il faut être très prudent. Quand le jeu est à information incomplète, tout n'est pas aussi simple. Alors, pour résumer, dans le paradoxe des deux portefeuilles, de mon point de vue, il est rationnel de croire qu'on a plus à gagner qu'à perdre. La règle du jeu nous donne cet élément. Je pense que c'est rationnel. Je crois qu'il est rationnel de penser qu'on a une chance sur deux de gagner, non pas une chance sur deux au sens où on l'entend traditionnellement, où on lancerait une pièce. La pièce a déjà été lancée. Il arrive que la pièce soit déjà lancée, que vous ne connaissiez pas le résultat, et que vous affectiez les mêmes probabilités qu'avant qu'elle soit lancée. Ça me paraît relativement rationnel. Il est aussi rationnel d'en déduire que les espérances de gain sont strictement positives. Il n'y a pas d'erreur de calcul dans l'espérance de gain, sauf qu'elles sont inconnues. On a juste une relation d'ordre sans connaître en particulier la différence. Mais voilà, finalement, on se rend compte que connaître que simplement on a une espérance de gain strictement positive, ça ne suffit pas pour avoir une préférence stricte entre jouer et ne pas jouer. Il faut pouvoir quantifier cette préférence, prouver qu'elle existe par une somme, on va dire, sonnante et trébuchante. Alors, pour aller un petit peu plus loin, imaginons que le facétieux professeur Cantor-Bacchi regarde en secret le contenu des deux portefeuilles. Il a le droit. Il regarde, il trouve 30 € chez Jérémy, 40 € chez Léa. Bon, il sait que si les deux personnes jouent, il sait que c'est Jérémy qui va gagner, et qui va gagner clairement 40 € plus les 30 avec lesquels il repart. Il va repartir en tout cas avec 70, et Léa avec 0. Mais ça, Léa et Jérémy ne le savent pas. Sinon, il serait rationnel pour eux, pour Jérémy de dire je veux jouer, et pour Léa de dire je reviendrai une autre fois. Et imaginons qu'il annonce simplement aux deux étudiants, écoutez, je vois une différence de 10 € entre vos deux portefeuilles. On a un problème. On a un problème parce que maintenant, en annonçant l'écart, les préférences strictes se rationalisent. Par exemple, Jérémy ou Léa peut proposer de payer 2 €, peut prouver qu'il a très envie de jouer et que sa préférence est vraiment stricte entre jouer et ne pas jouer. Et là, c'est pas clair que ce soit irrationnel du point de vue de l'individu, pas du point de vue du professeur, mais du point de vue de chaque individu, avec l'état de ses connaissances propres, c'est-à-dire à la fois une somme dans sa main, son portefeuille, et un écart clairement qui est de 10 au-dessus ou de 10 en dessous sur l'autre. Il n'est pas clair qu'il soit irrationnel finalement de considérer qu'on a effectivement un intérêt à jouer, voire de payer 2 € pour jouer. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'évidemment, on peut manipuler la rationalité des individus. Et ce n'est pas parce qu'on peut les manipuler que ça devient irrationnel de la part des individus. Du point de vue de Léa, c'est tout à fait rationnel de jouer. Du point de vue de Jérémy, c'est tout à fait rationnel de jouer, même si chacun sait que l'autre, finalement que la somme est constante et que ce que l'un gagnera, l'autre le perdra. On a mis les individus dans une situation d'un dilemme rationnel, pas pour eux, mais pour l'observateur qui va dire eux, ils sont irrationnels, et de leur point de vue, à mon avis, ils sont rationnels. Voilà, il suffirait à rendre le jeu favorable. Pardon, je coupe ça juste, je vois que je suis à 15 minutes, mais j'arrive au bout. Hop, ça c'est bon. Et du coup, oui, évidemment, je deviens fou parce que là, pour le coup, je ne sais plus où aller. Cette histoire-là, juste pour information, ça s'appelle en réalité, c'est une variante du paradoxe des deux enveloppes. Et alors là, en revanche, sur le paradoxe des deux enveloppes, je vais très vite. Mais sur le paradoxe des deux enveloppes que vous pourrez trouver dans le petit magnifique livre que je vous dédie ça tout à l'heure, si vous le souhaitez, là, on a des centaines de papiers dans des revues de mathématiques, des revues de philosophie, des sciences, des revues de statistiques, des revues d'économie, pour essayer de dénouer un problème qui est très proche de celui, finalement, des deux portefeuilles, mais dans sa version
où la somme, l'écart entre les sommes des portefeuilles est connu. Et toute la problématique, finalement, de tout ce type de paradoxe, et qui paraît complètement fou, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il est rationnel de ne pas jouer tant qu'on ne connaît pas une certaine information, mais que dès qu'on la connaît, quelle que soit la valeur de cette information, il devient rationnel de jouer. Et donc, il y a une vraie question entre un raisonnement, et on connaît bien ça en mathématiques, hypothético-déductif. Et donc, si on raisonne de manière hypothético-déductive, il serait irrationnel de jouer. En revanche, si on raisonne de manière inductive, c'est-à-dire que si je connais le montant au lieu de le supposer, alors il est rationnel d'induire qu'on a intérêt à jouer. Il est rationnel de déduire, rationnel d'induire. Voilà, donc oui, pour info, parce que tu me l'avais évoqué, Gilles, voilà, je sais qu'il va y avoir 3 phases dans cette intervention. La première, elle est bientôt terminée. La deuxième, ça va être des échanges, et j'espère que vous n'allez pas être d'accord avec moi, parce que c'est ça qui est intéressant. Et après, il y aura une petite phase, si jamais vous voulez qu'on parle et qu'on discute un petit peu de